Qu'est-ce que le Bitcoin? Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est certainement que tu te poses cette question. Pourquoi il y a autant de gens qui s'intéressent à une monnaie qui est virtuelle? Dans cette vidéo, je vais essayer de te répondre à cette question. Actuellement, au moment où je tourne cette vidéo, donc il faut savoir que Bitcoin, il est à 95 000 dollars. Et je vais même t'expliquer pourquoi un jour Bitcoin sera à 1 million de dollars. En fait, si le Bitcoin est aussi incroyable, c'est parce qu'il répond à une problématique qui est là depuis la nuit des temps. Et pour pouvoir te l'expliquer correctement, je vais devoir repartir un petit peu à la base et t'expliquer le fonctionnement de la monnaie. La monnaie, c'est ce qu'on a inventé pour remplacer le système de troc qui n'était pas assez efficient. En effet, quand tu penses à l'époque, imagine, bah voilà, t'étais un éleveur de moutons, tu voulais acheter des poteries, tu voulais déterminer combien un mouton ça valait de poterie, etc. Si tu voulais échanger contre un autre bien, mais que la personne ne voulait pas de mouton, bah fallait échanger autre chose à pouvoir échanger contre cet autre bien que tu voulais. Bref, c'était extrêmement compliqué. Et donc pour pallier à ça, on a créé la monnaie. La monnaie, c'est le seul bien qui a pour unique but d'être échangé contre d'autres biens. Pour que quelque chose soit reconnu comme une monnaie, il faut qu'il réponde à 3 critères. Le critère numéro 1, c'est qu'il faut que ce soit accepté par le maximum de personnes possible et qu'il y ait une reconnaissance de la valeur de ce bien. Si par exemple je vais aller au kebab du coin et que je lui donne des billets de Monopoly, bah clairement il va m'envoyer me balader. Par contre, si j'arrive avec des euros, bah là, il va bien accepter de me vendre mon kebab parce qu'il sait qu'il va pouvoir l'échanger contre d'autres biens ou services dans le futur. La monnaie, ça sert aussi d'unité de compte. Au lieu de dire par exemple qu'un kilo de patates c'est équivalent à un tiers de kilo de fraises, eh bien on peut s'indexer tout simplement sur l'euro et on peut dire un kilo de patates ça vaut tant d'euros et un kilo de fraises ça vaut tant d'euros. Et pour finir, le bien il doit transporter sa valeur dans le temps. Donc pour ça il y a deux notions essentielles. Déjà, il ne faut pas qu'il puisse se dégrader au fil du temps puisque sinon le bien il va perdre de sa valeur. Ça pour le coup, les billets physiques ça ne répond pas trop à cette demande parce que imaginez-vous les stocker dans un entrepôt, au bout d'un moment ils vont pourrir. Mais on a quand même réussi à résoudre ça avec la monnaie numérique. Voilà, la monnaie sur votre compte en banque, elle ne va jamais pourrir dans le temps, elle ne va jamais s'abîmer. Mais surtout, le deuxième point, pour que le bien conserve sa valeur dans le temps, il ne faut pas que la quantité du bien puisse s'augmenter de manière significative. Et là, c'est très important, mais pourquoi c'est si important? En fait, il faut comprendre que si la quantité de monnaie peut être créée de manière importante, et bien tout simplement, la valeur de cette monnaie, elle va chuter. Si on prend l'exemple d'une civilisation, par exemple, qui ferait du commerce avec des œufs, voilà, prenons l'exemple d'œufs, vous êtes dans le village, voilà, tout le monde commerce avec des œufs, c'est l'unité de mesure, etc. Sauf qu'il y a un petit malin qui se décide à faire, voilà, il décide à faire un élevage de poules, et du coup, il a plein d'œufs, donc il devient extrêmement riche. Sauf que les voisins, ils voient ce qu'ils font, ils voient son petit manège, etc. Ils se mettent à faire la même chose, et du coup, il y a de plus en plus d'œufs en circulation dans le village. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que, du coup, tout le monde est riche et tout le monde peut acheter plein de choses? Non, c'est pas ce qui va se passer. En fait, à partir d'un moment, tous les prix vont commencer à augmenter, puisque tout le monde va posséder énormément d'œufs, mais la demande, si vous voulez, les biens qui sont offerts, tout le monde a toujours besoin d'acheter des moutons, d'acheter des poteries, d'acheter des tapis. Et donc, naturellement, les prix, ils vont simplement augmenter. Pourquoi? Parce que la valeur perçue des œufs va baisser, tout simplement parce qu'il y en a beaucoup plus en circulation, mais la demande des biens et services, elle reste la même. Et donc, la notion qui est vraiment super importante à comprendre et que les gens, en fait, n'arrivent pas à intégrer, quand il y a de l'inflation, en fait, c'est pas les prix qui augmentent, c'est la valeur de votre monnaie qui baisse. Sauf que chez nous, c'est pas n'importe qui, n'importe quel lambda qui peut tout simplement créer plus de monnaie, c'est le gouvernement, du coup, qui peut tout simplement imprimer plus de billets et qui dévalue la valeur de notre monnaie. Et là, normalement, si vous avez bien compris, vous devriez être outré, puisque déjà, on voit que, en plus des taxes qu'on paye déjà sur tous les produits qu'on achète avec la TVA, les taxes que vous payez sur votre salaire, etc., on a l'inflation qui est une sorte de taxe secrète, puisque le gouvernement, à tout moment, s'il a besoin d'argent, il peut simplement faire tourner la planche à billets, et ça va dévaluer la valeur de notre monnaie, les prix vont augmenter de notre côté, et nous, on s'appauvrit sans rien pouvoir faire. Et même à ce moment-là, on peut même techniquement dire que notre monnaie, elle ne vaut absolument rien, puisqu'on peut l'imprimer à l'infini. Maintenant, comment on en est arrivé là? Il faut savoir qu'avant, les monnaies qu'on appelle monnaie fiduciaire, donc l'euro, le dollar, etc., elles étaient indexées sur l'or. L'or, c'était une très bonne monnaie, puisqu'elle répond aux critères, tout simplement, qui font d'une monnaie une monnaie. C'est-à-dire qu'elle était acceptée quasi partout dans le monde, on en trouvait partout dans le monde, et c'était reconnu comme une valeur universelle. Elle servait d'unité de mesure. Il faut savoir qu'à l'époque, du coup, un billet était indexé à un certain montant d'or. Par exemple, le franc français, vous pouviez l'échanger contre 0,29 grammes d'or. Donc la façon dont ça fonctionnait, c'était que le banquier sécurisait l'or, donc dans son coffre, il avait de l'or. En échange, il vous donnait un billet, puisque c'était beaucoup plus facile à échanger qu'avoir à échanger de l'or, tout simplement, c'est beaucoup plus divisible, c'était beaucoup plus pratique.
Et si jamais, à tout moment, vous vouliez récupérer votre or, bah, vous vous rendiez à la banque avec votre ou vos billets, et on vous l'échangeait contre de l'or. Et l'un des plus gros points de valeur de l'or, c'est qu'il ne peut pas y avoir énormément d'inflation, puisqu'il y en a une quantité qui est disponible, qui est limitée sur la planète. Mais cependant, il y a quand même un petit peu d'inflation, puisque pour vous donner un exemple, encore de nos jours, on réussit à en trouver, et on estime qu'il y a une inflation de 1 à 2% chaque année sur l'or. Le problème que ça a créé, les billets, c'est que en fait, on a reposé notre confiance sur une tierce personne. Cette tierce personne étant le banquier et le gouvernement. Puisque à partir du moment où on a mis en place le système de billets, on a fait confiance au fait que le banquier et les États n'allaient pas imprimer plus de billets qu'ils n'avaient d'or en réserve, puisque sinon, le système, en fait, s'effondre. Et ensuite, je vais pas rentrer dans un cours d'histoire, mais il y a un moment, et notamment pour financer les guerres, où l'argent a été imprimé à gogo, et il y a un moment où ça a été acté que les monnaies fiduciaires n'étaient plus indexées sur l'or. Il n'y avait plus la possibilité de convertir sa monnaie fiduciaire en or. À partir de ce moment-là, du coup, les monnaies fiduciaires ont commencé à ne plus reposer sur rien, si ce n'est sur la confiance que les gens ont dans cette monnaie. Ça, c'est un concept qui est vraiment super important à comprendre. Maintenant, comment on fait pour contrer ça? Comment on fait, si vous voulez, pour économiser son argent et arrêter de se faire voler son argent quelque part? Pour contrer ça, il faut investir dans des actifs. Vous avez différentes solutions. Vous avez par exemple l'immobilier. Après, l'immobilier, pour moi, c'est pas quelque chose qui est le plus optimal. Alors, vous avez quelque chose, c'est quand même quelque chose qui est intéressant parce que vous avez forcément une offre limitée. Par exemple, les biens qui sont situés dans des points d'intérêt. Voilà, si vous avez un appartement dans le centre de Paris, forcément, va pas y en avoir beaucoup plus des appartements dans le centre de Paris. Donc, au fil du temps, il va prendre en valeur, même si la monnaie se dévalue, et le prix de votre appartement, il va augmenter. Mais encore une fois, c'est pas le prix de l'appartement qui augmente, c'est la monnaie qui se dévalue en fait. Il y a quand même un petit peu d'augmentation puisque le fait qu'il y ait de plus en plus de demandes, puisqu'il y a de plus en plus de monde qui veut aller sur Paris, il y a aussi cette augmentation naturelle. Mais la majorité, c'est surtout la monnaie qui se dévalue. Au-delà de ça, pour moi, l'immobilier, je trouve ça vraiment pas facile parce que voilà, déjà, il faut trouver un bon bien, il faut que la banque vous accorde un crédit, il faut que vous ayez un bon taux d'emprunt, va falloir payer le notaire, les différentes taxes, etc., etc. Et surtout, un bien immobilier, si vous voulez le revendre, vous devez le revendre dans son intégralité. Pour moi, c'est pas quelque chose qui est optimal, mais ce n'est que mon avis, attention. Vous avez également l'investissement en bourse, qui déjà est beaucoup mieux, puisque c'est beaucoup plus souple. Vous pouvez investir super facilement via des ETF, et ça vous permet de contrer l'inflation avec les intérêts que vous allez générer chaque année. D'ailleurs, voilà, j'ai fait une vidéo sur comment investir en bourse, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à la regarder, ça peut toujours être utile. Mais ce qu'il faudrait réellement, le plus efficient, ça serait d'avoir une monnaie dont la réserve ne peut pas augmenter. Le truc, c'est que c'est quelque chose qu'on peut pas trouver dans le monde physique, puisque tout est duplicable techniquement. Même si vous prenez l'or, l'argent, le pétrole, etc., on a toujours moyen d'en extraire plus, puisque avec voilà, l'évolution des moyens technologiques, on aura toujours la possibilité d'en trouver plus, d'aller extraire toujours plus loin, et du coup, il y aura toujours une inflation là-dessus. Dans le monde digital, c'est encore pire, puisque globalement, tout peut être dupliqué. Tout sauf, vous vous en doutez, je vais parler à ce moment-là du Bitcoin. En fait, avec le Bitcoin et grâce à la blockchain, Satoshi Nakamoto, il a inventé en fait la première monnaie qui ne peut pas avoir d'inflation. Le Bitcoin, il y en a 21 millions qui seront émis et il n'y en aura pas un seul de plus. Et contrairement aux monnaies fiduciaires, il n'y a personne qui contrôle le Bitcoin. La seule chose qui détermine le prix du Bitcoin, c'est l'intérêt des gens qui en achètent et qui en revendent au fil du temps. Le réseau, il est maintenu par des milliers d'ordinateurs à travers le monde et personne n'a la main mise dessus. Là, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques sur cette vidéo, mais si ça vous intéresse, je vous invite à vous renseigner. Si on reprend les trois arguments qui font d'une monnaie une bonne monnaie, tout d'abord, on voit que le Bitcoin est de plus en plus reconnu comme une réserve de valeur et il est accepté pour des échanges. Peut-être que c'est pas le cas dans votre vie de tous les jours, mais je vous invite voilà, à vous renseigner sur l'actualité. Il y a les États-Unis qui vont faire une réserve stratégique de Bitcoin. Le Brésil aussi vient d'annoncer qu'ils vont commencer à en faire une. Je vous annonce tout de suite, tous les pays vont s'aligner. Là, ça va être la course. Il y a tous les pays du monde qui vont commencer à faire une réserve stratégique de Bitcoin. Deuxièmement, il est facilement transportable. Là, on peut difficilement faire mieux. Vous pouvez, je peux envoyer, si je veux, du Bitcoin à une personne à l'autre bout du monde juste en cliquant sur mon ordinateur. Vous pouvez le transporter super facilement. Si voilà, vous avez ce qu'on appelle un cold wallet, donc là encore, ça va être des choses un peu techniques, mais globalement, ça vous permet de transporter tout simplement vos bitcoins où vous voulez, n'importe où dans le monde, sans limitation physique. Et pour finir, le point le plus important, comme il est numérique, il est résistant dans le temps, et il est programmé pour être sans inflation. Encore une fois, il y aura 21 millions de bitcoins et pas un de plus.
Également avec le Bitcoin, moi, il y a un point très important qui me tient à cœur, c'est que lorsque vous avez du Bitcoin et que vous le possédez, voilà, sur encore une fois, un cold wallet, c'est qu'il vous appartient réellement. Il n'y a que vous qui pouvez le contrôler et personne n'a la main mise dessus. Contrairement à l'argent sur votre compte en banque, vous avez tout simplement une créance auprès de votre banque. Je vous invite à faire le test si vous avez des grosses sommes d'argent sur votre compte. Essayez de dire que vous voulez retirer 10 000 € en cash. Vous allez voir la tête que fait le banquier. Et là, vous comprendrez que vous n'avez pas la main sur votre argent. Maintenant, il y a un argument que je peux entendre, c'est la fluctuation du prix de Bitcoin. Le Bitcoin, c'est vraiment volatile. Alors cet argument, il faut savoir que c'est de moins en moins vrai au fil du temps, puisque plus il y a d'argent qui rentre dans le Bitcoin, moins les prix fluctuent. Si on regarde rapidement le graphique du Bitcoin, vous pouvez voir que au fil du temps, déjà, ce qui est vraiment intéressant, c'est que le Bitcoin n'a fait que monter. Pourquoi ça? C'est parce que le Bitcoin, c'est de plus en plus reconnu comme une réserve de valeur, mais en plus de ça, on a aussi la valeur des monnaies fiduciaires qui baisse, puisque, encore une fois, les monnaies fiduciaires actuelles, elles ne reposent sur rien. Malgré la volatilité du Bitcoin, posséder du Bitcoin, c'est posséder un actif qui prendra toujours de la valeur au fil du temps. Voilà, j'espère que cette vidéo, elle vous a ouvert les yeux sur l'utilité du Bitcoin. Moi, c'est un switch mental que j'ai vraiment eu du mal à faire, parce que surtout, en tant que Français, on nous apprend à, voilà, faut remplir son petit livret A, il faut faire à la rigueur une assurance vie, voilà, si vous voulez investir. Il faut bien comprendre en tout cas que juste remplir le livret A, ça ne sert à rien. Vous ne faites que vous appauvrir parce que ça ne va jamais combler l'inflation. Donc bien sûr, il faut mettre un petit peu de côté si vous avez un coup dur, etc. Mais le reste de votre argent, il faut l'investir dans des actifs. Voilà. Et notamment, pour moi, le meilleur actif qui soit, c'est le Bitcoin. Malgré les variations, si vous en achetez un petit peu tout le temps, vous possédez une monnaie qui va ne faire que prendre en valeur. Voilà, c'est tout pour moi pour cette vidéo. Si jamais vous voulez acheter vos premiers bitcoins, ou plutôt vos fragments de bitcoin, vous pouvez aller voir ma vidéo tuto, où je vous ai montré comment acheter tout simplement de la crypto facilement. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, à liker, n'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez des questions. Vous pouvez également me suivre sur Twitter, et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. What are you trying to tell me? I can sell my Bitcoin for millions one day? No, Neo. I'm trying to tell you that when you're ready, you won't have to.